Bienvenue dans Vivre l'adversité, le podcast qui met en lumière la résilience face aux épreuves de la vie. Je suis Anaïs, française d'origine laotienne, installée en Côte d'Ivoire depuis 2018. Depuis des années, j'accompagne des étudiants africains et j'ai recueilli plus de 500 témoignages. Leurs récits, souvent marqués par de grandes épreuves, sont racontés avec une légèreté parfois désarmante, tant la pression familiale, les attentes sociétales et le tabou autour de la santé mentale sont ancrés dans leur quotidien. On dit que la jeunesse doit apprendre des plus expérimentés, mais ces étudiants, ces jeunes et bien d'autres encore m'ont montré que la force et la sagesse ne sont pas une question d'âge. Ils ne sont pas seulement l'avenir, ils nous inspirent déjà. Alors comment avancer quand tout semble insurmontable ? Ici, nous donnons la parole à celles et ceux qui ont traversé l'adversité et en sont ressortis transformés, parce que la difficulté ne définit pas une vie, elle la façonne. Bienvenue dans Vivre l'adversité, ici on parle de résilience, de parcours et de défis avec sincérité. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, juste un petit mot avant de commencer, vous allez peut-être entendre quelques soucis de son. Et oui, je dis bienvenue dans ce nouvel épisode alors que c'est le tout premier. Je découvre, j'apprends, je fais tout toute seule et surtout j'ai décidé de me lancer sans attendre que ce soit parfait. Parce que ce podcast c'est une aventure sincère. Et comme l'adversité, il faut parfois l'embrasser telle qu'elle est. Alors merci d'être là et très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Vivre l'adversité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Esther, étudiante ivoirienne à l'université Félix Houphouët-Boigny, qui va nous partager son expérience en tant qu'étudiante, qui a accepté de partager son témoignage. Donc merci Esther pour ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Esther, pourrais-tu me dire comment tu te sens en ce moment ? Bon, d'abord, bonjour Anaïs. Ça va super de mon côté. Bon, à part peut-être les tracas qu'on peut rencontrer comme tout étudiant en fin de cycle à la rédaction du mémoire, les stress un peu, mais bon, ça va super bien. Merci. D'accord, très bien. Bon, ça fait une belle amorce pour démarrer cet épisode de podcast. Donc, merci encore d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter pour qu'on puisse en savoir déjà un petit peu sur qui tu es et quel est ton environnement, ton contexte familial ? Ok, pas de problème. Euh, c'est Joël Esther d'abord. C'est vrai que je viens d'une famille, je dirais une famille normale classique avec un père aimant, une mère aimante. J'ai un frère et deux sœurs. Et j'ai été à l'école assez tôt, faut reconnaître. Depuis, je pense, Ok. j'ai commencé depuis l'âge de 3 ans. J'ai fait euh, l'école primaire et bon, au vu de certaines de mes aptitudes, ils ont recommencé. L'équipe pédagogique a recommandé à mes parents de m'inscrire directement au CEP. Donc, dès lors, j'ai eu une évolution assez normale jusqu'en classe de terminale ou après le bac, j'ai voulu faire la médecine. Voilà. Ok. Et bon, c'est vrai que au niveau de la famille, vu que mon père est professeur à l'université et que ma mère Mhm. est ingénieure commerciale, ça met une sacrée pression parce que en amont, on m'a dit que pour dire que j'ai le minimum de réussite, je dois être au-dessus du niveau de mon père. Donc, tu vas à l'école en te disant, bon, moi, je peux pas finir en tant que Ouais. simple en bac ou passer un concours. Non, je dois être forcément dans le top top. Donc, ouais, quand même, ça met une certaine pression. Mais bon, j'ai pu m'en sortir jusqu'au bac et après le bac, je suis allée faire les troncs communs. En Côte d'Ivoire, dans le temps, il y avait une école préparatoire pour faire la médecine qui s'appelait PSS. Je Mhm. pense qu'elle a été supprimée il y a quelques années de cela. D'accord. Voilà. Je suis entrée là-bas, euh, voilà, et j'ai passé l'examen. La première année, j'ai repris, et la deuxième année, j'ai pas validé. Bon, faut reconnaître que ça a été un sacré coup pour moi sur le coup parce que c'était la première fois pour moi de visualiser l'échec d'abord. J'avais jamais Mhm. repris d'année, j'avais jamais, bon, quand il y a un certain contexte, j'ai mes tantes qui sont professeurs à l'université
Et mon oncle qui était ministre dans le temps. Donc bon, je viens d'une sacrée famille. Tu n'as pas le droit quand Mhm. même de, À de l'erreur. faire honte, voilà. Donc Je comprends. Je vois. voilà. Donc je devais quand Ok. même m'arranger pour tenir le flambeau de la famille assez haut. Donc bon, Mhm. après certaines réflexions, j'ai dit à mes parents que je voulais faire les sciences économiques et gestion. Voilà. Ok. Je pense que l'avantage et la chance, je dirais que j'ai eu à ce niveau, c'est que j'ai eu des parents qui étaient quand même compréhensifs dans mes choix Mhm. d'études. Et c'est vrai qu'ils me proposaient, bon, en fonction de ce qu'ils voulaient pour moi, ils voulaient mon bien et autres, mais ils n'ont pas jamais été du genre à m'imposer des choses sans que j'ai eu mon mot à dire, voilà. Donc, j'ai eu beaucoup de chance sur ce coup-là, parce qu'il y a Mhm. beaucoup qui n'ont pas, franchement, dans notre contexte. Effectivement. Et donc, bon, quand je suis venue, mon père m'a aidé, a fait l'inscription, a fait la réorientation parce que c'était un peu compliqué dans le contexte. Bon, comme il est professeur à l'université, ça a été un peu plus facile. Et j'ai commencé Mhm. la licence euh, en sciences économiques et gestion à l'université de Cocody. Et bon, la Mhm. licence, j'ai eu la licence. Et au jour d'aujourd'hui, je prépare la rédaction de mon mémoire de fin des cycles de master. Voilà, en grosso modo, mon parcours scolaire. Ok, très bien. Merci, c'est très clair. Ça nous offre vraiment une belle photo de ton environnement, ton environnement familial, mais aussi ton parcours académique jusque-là. Tu as précisé, si je ne me trompe pas, que tu as un frère et deux sœurs, c'est ça? Oui, Euh, oui, oui. Où est-ce que tu oui, te oui. situes, toi, dans cette fratrie? Je suis l'aînée d'abord. Je suis l'aînée. D'accord, en Donc, plus, ouais. ça, Voilà, raison de plus pour vraiment voilà, montrer pour l'exemple. montrer l'exemple, voilà, être dans le top, voilà. Et D'accord. Mais en tout cas, c'est déjà point quand une... même, Oui, un petit point oui. quand même. C'est vrai que je suis l'aînée, mais j'ai un petit frère, celui qui me suit directement, qui a toujours été Mhm. dans le top de, du classement à l'école, toujours premier et autres. Donc, moi qui étais quand même au niveau moyen, donc quand tu viens avec ton bulletin, tu te vas récupérer, bon, tu as cette petite pensée-là, ah là là, qu'est-ce qui va se passer à la maison aujourd'hui? Donc, bon, c'était la petite anecdote, mais bon, on a grandi avec, Merci. bon, on est un peu habitué. Oui. Merci pour le partage. Bah, c'est effectivement très intéressant que tu me dises que ton petit frère, finalement, lui a toujours été dans les premiers de sa classe. Et ça m'amène à cette question justement que je voulais te poser au cours de cet échange. C'est, étant donné que vous êtes quatre au total, tu es la plus grande, est-ce qu'il y a eu des comparaisons qui sont survenues justement à l'arrivée des bulletins de notes ou même dans les réunions de famille, tu sais, quand les parents parlent avec d'autres amis, est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y ait des comparaisons entre vous, enfin, toi avec toi par rapport à ton frère et tes deux sœurs? D'abord, je tenais à souligner que mes parents ont été quand même assez protecteurs. Ils ont toujours été assez protecteurs. Mm. Lorsqu'on est à la grande famille, pour les grandes réunions ou les rencontres, ils ont toujours été assez protecteurs. Ils n'ont pas l'habitude de balader, de faire balader quand même nos vilains comportements de griffes. Mais faut reconnaître que, bon, ça s'impose. J'ai envie de dire, c'est un peu habituel, voilà, de voir les parents qui comparent les enfants entre eux. Par rapport à mon petit frère, par exemple, puisqu'il me suit de 2 ans, Mhm. donc il était à, Mm. je sais pas, 1 ou 3 années après moi. Donc la comparaison était quand même assez immédiate, j'ai envie de dire. Parce que je me souviens, par exemple, lorsqu'on était au primaire, nous étions dans la même école et Ok. lorsque les compositions se faisaient dans la même période, et bon, les résultats aussi, bien évidemment, et lorsqu'on reçoit nos bulletins de notes, tu viens, tu déposes, on voit ta Esther est 10e sur 30, ok, et tu as le petit qui vient premier avec des moyennes.
faramineuse, bon, tu te dis, OK, oh non, mais Esther, qu'est-ce que tu faisais à l'école, toi? Bon, qu'est-ce qui se passe? Bon. Et même, je me souviens aussi que lorsque j'étais dans mes années du lycée, parce qu'au collège, là, j'ai fait une école pour filles à Yopougon, une école, bon, d'élite de l'école, voilà, Mhm. de l'État, le lycée jeune fille de Yopougon dans le temps. Euh, Quand je suis arrivée au lycée, je me suis retrouvée dans la même école que mon petit frère, le même qui me Mhm. suivait. Voilà. Et lui, par contre, il était au collège et moi, j'étais au lycée. Et les Ok. professeurs qui nous prenaient en même temps, c'est-à-dire il y a des professeurs qui prenaient en même temps les classes de collège et les classes de lycée. Lorsque les professeurs qui rencontraient mon petit frère m'avaient, tu avais des gens qui disaient, oh, Mhm. mais là, t'es pas comme ton frère, il est premier de sa classe, il a 18 de moyenne, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Oh Bon, là là, faut ouais. noter aussi que à notre niveau, les moyennes étaient notées 100 sur 20. Donc, mais tu as 14 ou tu as 12, mais c'est pas possible. Tu as ton frère. Il dit, OK, OK, mon frère, c'est mon Ah, frère. Donc, bon, il y a eu toujours ça quand même. Faut reconnaître. ouais, d'accord. Ouais, ouais, il y a toujours eu quand même cette comparaison bah, involontaire, mais qui est forcément arrive parce que vous êtes passé par les mêmes professeurs, par les mêmes écoles. Voilà. À la maison, c'est pareil. Il y a aussi les parents. Bah, pour eux, j'imagine que la réussite est importante. Ton père est quand même au sein Ouais. d'une université, donc forcément, il a un regard très attentif sur le parcours de ses enfants. Et finalement, en fait, de ce que tu m'expliques, à chaque fois, tu donnais l'exemple de ton frère qui est premier sur 30, par exemple, et toi, tu peux être dans les 10 premiers, ce qui reste quand même très correct pour moi. Tu es Oui, dans quand même. le premier tiers, voilà, donc c'est quand même, voilà, ça montre quand même le niveau d'exigence que tu avais. Toi, comment tu vivais justement quand tu étais confronté à ces situations de comparaison, notamment avec ton frère? Bon, faut reconnaître que pour certaines personnes, ça peut paraître assez difficile. Quand même, faut reconnaître parce que parfois on banalise le ressenti psychologique des autres, mais moi, je prends ça à cœur. Je trouve que c'est assez important. Mais puisque mon frère, faut dire que je l'avais quand même adopté un peu comme mon jumeau, puisque bon, l'écart n'est pas assez, 2 ans, bon, Oui, voilà. 2 ans, oui. Euh, et bon, dans le temps, il était comme mon ami, mon confident. Donc bon, quand tu nous compares, bon, je me dis, bon, de toutes les manières, ça revient au même. Donc, j'avais pas, comme on dit en Côte d'Ivoire, chargé la chose, c'est-à-dire prendre la chose sur moi Ouais. dans le sens d'être tout le temps déstabilisé. Mais il faut reconnaître que parfois, puisque bon, il est quelqu'un d'assez, comment dire, euh, assez tech, voilà. Donc, parfois, par rapport à certaines compétences qu'il développait et que je n'avais pas. Par exemple, c'est vrai que nous Mhm. deux, on fait de la musique, mais il est très fort. Il est instrumentiste, il joue de plusieurs instruments parfaitement. Donc, bon, arrivé à un Mhm. certain moment, bon, j'ai eu à dire, mais écoutez, on n'est pas la même chose. Tu as Emmanuel qui est là avec ses capacités, avec tout ce qu'il peut faire, et tu as Esther qui est là, bon, qui n'a pas exactement les mêmes, mais qu'on a aussi des capacités. Donc, Esther, tu te concentres sur tes capacités, tu développes tes capacités, ce que tu veux faire, tu t'entraînes pour, et puis bon, tu donnes le meilleur de toi-même à chaque instant. Donc, je pense que c'est comme ça que j'ai pu faire passer la chose et arriver à un certain moment, bon, ça ne me disait plus rien. D'accord. Bah, je trouve que tu as eu une posture très sage, finalement très mature, parce que j'imagine que toutes ces comparaisons ont commencé depuis très jeune. Mais j'ai Bien l'impression sûr. que de ce que tu m'expliques, en tout cas de ce que je ressens dans tout ce que tu décris, c'est que ça n'a pas eu d'impact si négatif sur toi, ou peut-être que tu le caches un petit peu. En fait, je dirais que ça n'a pas vraiment eu d'impact parce que, comme j'ai Mhm. dit, je suis l'aînée. Et au sein de Ouais. la famille, j'ai reçu une éducation assez différente de mes frères. Voilà, faut reconnaître. Ok. En général, Mhm. en Afrique, en tout cas, d'après ma connaissance,
les aînés sont éduqués de telle sorte à pouvoir s'occuper des frères si les parents ne sont pas là. On ne Effectivement. sait jamais, on ne souhaite pas vraiment, tout le monde aimerait vivre avec son père et sa mère jusqu'à un âge avancé, mais on ne sait pas vraiment de quoi demain est fait. Donc, depuis toute Mhm. petite, je me souviens à ma naissance, j'avais dit tantôt que ma mère était ingénieure commerciale. Mhm. Elle a suivi la formation dans le temps à l'INSET à Yamoussoukro. Et lorsqu'elle est sortie, elle a arrêté, elle n'a pas pris de travail d'abord, elle a tout stoppé lorsque je suis née pour Ok. s'occuper de mon éducation jusqu'à un certain Mhm. âge avant de rentrer quand même dans le monde de l'emploi. Donc, ça fait qu'il y a certaines choses qu'on m'a appris, le sens du partage. Je me souviens, bon, ça continue jusqu'à présent même, à la maison, lorsqu'on fait Mhm. la nourriture, c'est Esther qui doit venir faire le partage. Lorsqu'il y a des décisions Mhm. à prendre, on écoute l'avis d'Esther. Lorsqu'il y a, Mhm. je sais pas, peu importe, même les parents, on consulte Esther. En fait, comme ils m'ont, Ok. tantôt, j'ai envie de dire, mise dans la sphère des grands, donc ça fait que j'ai Mhm. rapidement développé un peu cette attitude-là de personne bon, mature. Je me dis que les autres sont sous Ouais. ma coupole, donc je dois m'en occuper. Donc, ça fait que, ouais, quand même, plusieurs personnes me le disent quand même, faut reconnaître. Bah c'est bien, enfin c'est une bonne chose, mais justement j'y reviendrai pour savoir justement comment tu as vécu cette position au sein de ta fratrie, parce que tu es l'aîné, oui, mais en plus là on comprend que tu as vraiment un rôle important dans la famille, tu as des responsabilités, tes frères et sœurs sont sous ta responsabilité. Euh, une question que moi je voulais te poser, c'est à partir de quel âge tu as senti que tu avais que tu devais adopter cette posture avec tes frères et sœurs? Bon, j'ai envie de dire très tôt quand même, parce Mhm, que l'écart d'âge entre mon petit frère, là, je suis rapprochée, celui qui me suit directement, mais avec mhm, juste après, il y a l'écart est assez é- éloigné, voilà. ok, Il y ouais. a, voilà, il y a un sacré temps avant que les autres puissent suivre. Donc, quand Mhm, j'étais l'éducation de base, dans mon enfance, c'était surtout avec mon petit frère. Voilà. mhm, Je me souviens qu'on m'a dit clairement, Esther, toi, tu as le droit d'aînesse, voilà, comment. Eh ben, mhm, ouais, faut reconnaître que c'est quand même une pression, oui, d'abord, pour commencer, mhm. parce qu'on te demande plus que les autres euh, dans l'éducation, sur tous les plans, le domaine académique, même le domaine, même dans Mhm. la vie courante. En tant qu'enfant, c'est vrai Ouais, qu'enfant, on fait quelquefois des bêtises, mais lorsque c'est le petit qui fait les bêtises, ok, ok, mais lorsque c'est Esther, ah, ça sévit assez, c'est ça. voilà, parce que c'est la plus grande, elle doit montrer l'exemple. Mhm, Je pense que ça peut quand même influencer négativement pour ceux qui le vivent mhm. mal. Je pense qu'au départ, je l'ai vécu assez mal, voilà. Je me plaignais tout le temps de l'injustice, je me plaignais tout le Tu temps avais de... quel âge à ce Je moment-là? pense que je devrais avoir 7 ans par là. 7 ans, Ah oui, oui, tu étais très jeune. Ok, ouais. ouais, ouais. Donc, je me Je te laisse plaignais. continuer, pardon. Ouais. Ok, non, pas de souci. Je me plaignais tout le temps de l'injustice par, par rapport à si moi, ils lui ont fait une bêtise, le degré de sanction est, par rapport à lui est diminué. Pour moi, c'est un peu aggravé. Voilà, Mhm, je me suis quand même emportée dans le temps, mais je me souviens ma mère mhm. qui me disait que en tant que aînée, en tant que grande, tu as certaines responsabilités. Voilà, que tout normalement va reposer sur tes épaules, tout va reposer entre tes mains si nous ne sommes pas là. Donc, il faut que tu tiennes, quoi. Il faut que tu assures parce que, bon, t'as pas le choix. Je me souviens dans le temps, je me disais, oh là là, mais c'est parce que je suis née avant ou bon. Mais bon, à la suite des choses, j'ai commencé à comprendre. Mais il faut dire qu'à un certain moment, les parents ont commencé quand même à rattraper le coup. Je pense suite à mes protestations, ils ont commencé Ah, à m'accorder, ok. ouais, certains Mhm. privilèges. À table, j'ai le droit à la friandise avant les autres. Quand même, ce sont des petits trucs qui font plaisir à l'enfant que j'étais, qui faisaient quand même plaisir à l'enfant que j'étais.
Ah, bien sûr. Donc, Ouais. quand les autres essaient de protester, on dit, c'est elle l'aînée, hein, donc tu te calmes. Ouais, ça proteste, puis bon, ça se calme après. Donc. Mais au fur et à mesure dans l'évolution, au niveau de l'adolescence, mes parents étaient assez stricts avec moi. Dans le temps, Mhm. bon, je comprenais pas. Mais bon, comme j'avais dit tantôt, j'avais eu ma mère au niveau de l'éducation lorsque j'étais très petite enfant. Donc, ça fait que j'ai pas manqué d'amour. Donc, je me disais quand même que mes parents m'aimaient quelque part. Mais bon, le côté strict, j'essayais de comprendre parce que bon, quand tu es ado, il y a une certaine mentalité qui Ah se oui. développe. Mhm. Voilà. Donc, ça a coïncidé, j'ai envie de dire peut-être heureusement pour moi, sinon peut-être que j'allais mal tourner, avec le fait que j'étais Mhm. au collège. Je suis rentrée au collège à l'âge de 10 ans, 11 ans, en sixième. Ok. J'étais au collège aux jeunes filles de Yopougon. Et là-bas, il y avait que des filles. Donc, l'atmosphère est un peu différente d'une école mixte. Pour avoir fait les deux types d'écoles, quand même, je reconnais. Et Mhm. là-bas, t'as les filles, lorsqu'on se réunit, on se réunissait, parlait de leur vécu avec leurs petits copains ou ce genre de choses. Moi, en tout cas, j'avais pas droit à cela. J'avais pas le Mhm. droit de sortir de la maison. Il y avait une heure limite. J'avais pas droit au téléphone portable, alors que mes parents avaient les moyens de m'en acheter. Je me souviens même qu'il y en Mhm. avait à la maison qui traînaient, mais j'avais pas le droit d'en avoir. Et voilà, quand même, ces mesures-là. Mais je pense que j'ai compris un peu l'attitude de mes parents lorsque j'étais en classe de quatrième ou, non, cinquième, quatrième, voilà, où j'ai rencontré des filles qui étaient en même classe que moi, mais qui se promenaient déjà avec des enfants sur le bras, sous le bras. C'était quand même limite. Mhm. Ouais, ouais, le phénomène de la grossesse, des grossesses précoces, puisque j'étais que dans une Mhm. école de filles, donc c'était assez Ça, visible. c'était à 14 ans, hein. C'est ça, hein. Ouais, euh, Ouais. oui, 13 ans, 14 ans. Ouais, Ouais. exactement, Ok. Ouais. 13 ans, 14 ans. Par exemple, tu apprends que l'autre a avorté, elle a eu des séquelles presque irréversibles. Tu apprends aussi que Mhm. l'autre a failli mourir de ça. Tu apprends que elle Mhm. est allée prendre une grossesse, le type ne veut pas reconnaître, ça crée des tensions au niveau de la famille. Bien sûr. Donc, quand Mhm. j'ai commencé à voir ça, je me suis dit, tiens, on dirait que l'éducation, c'est pour mon bien. Ah oui, oui, ça Finalement. m'a fait vite comprendre. Donc, j'ai préféré suivre quand même, appliquer cette rigueur à Mhm. moi-même, parce que arrivé à un certain moment, à force de côtoyer des gens, c'est facile de très vite tourner. Donc, Mhm. appliquer Mhm. cette rigueur à moi-même, me fixer des objectifs clairs, me dire que bon, je dois aller très loin dans les études. Bon, j'avais pour modèle mon père, mes tantes et autres. Donc, je dois aller très loin. Il faudrait pas que je me retrouve quand même avec un bébé sous le bras. Ça sera difficile à gérer. Mhm. Donc, C'est bien. je dois me concentrer sur les objectifs. Le reste, bon, on va gérer après. Donc, bon, je pense que la position d'aîné, ouais, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Ouais, Mhm. quand même. Donc, ça a Oui, été bah, quand même quand même très jeune. Ouais. oui, oui, une Oui, oui, non, expérience je voulais. intéressante. Pardon, je te coupe. Vas-y. Bon, bon, ça va. Non, c'est bon, d'accord. Non, parce que je voulais vraiment rebondir parce que tu disais que c'est comme ça que tu l'as vécu et que tu comprenais maintenant avec du recul en voyant tes camarades ce qu'elles traversaient et comment tu pouvais vite dériver sur autre chose et t'éloigner des bons objectifs, si je peux dire ça comme ça. Mais je veux dire que tu as quand même dit que c'était dès 7 ans que tu as senti un petit peu ce poids de l'aînesse, enfin le poids des responsabilités en étant la plus grande. Et à 7 ans, bah, on est encore un enfant, donc c'est quand même voilà quelque chose de particulier. Après, je sais que en Côte d'Ivoire ou dans plusieurs pays d'Afrique, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Mais c'est là tout l'intérêt justement de vous donner la parole par rapport à ça, parce que je pense que bah, on a beaucoup à s'inspirer de vous à travers ce que vous traversez, jeunes étudiants, jeunes travailleurs. Donc déjà, merci pour ce partage jusque-là. Une question que je voulais voir avec toi, c'est que tu as
dit au début de notre échange que tu avais le projet de faire de la médecine. Ça, c'était un projet que tu avais à quel âge? Euh, Toute jeune quand même. Je pense au niveau de la... Je devais être adolescente. Je devais être Ouais, ok. adolescente. Bon, faut dire que quand même, quand tu es assez petite, il y a les questions qu'on te pose. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Qu'est-ce que tu veux devenir? Mais tu as les parents aussi qui te donnent des suggestions. Voilà, tu peux être Mhm, médecin, tu peux être professeur d'université, tu peux être, bon, comme mon papa il l'était, tu peux être ci, tu peux être ça, avocat ou autre. Bon, moi, perso, j'ai quand même aimé la médecine. J'aimais aider les gens, d'abord, pour commencer. mhm. Et puis, j'avais pour modèle quand même l'une de mes cousines qui était assez proche de moi. Je pense qu'on a un écart d'environ 8 ans. Donc, elle était assez proche de moi. Elle aussi, elle était l'aînée de sa famille. Donc, une cousine assez Mhm. directe avec des parents assez stricts aussi. Donc, bon, on peut dire que c'est de famille. Mais Ouais. euh, avoir son parcours, c'est l'exemple que j'avais devant moi. Donc, j'ai très tôt eu envie de faire la médecine. D'aussi loin que je me souvienne, la réponse que je donnais à chaque fois qu'on me posait ce genre de questions, c'était je vais faire la médecine, je vais faire Mhm. la médecine. Voilà, D'accord. voilà, c'est comme ça. Ouais, donc c'est un projet finalement que tu as pu développer, mûrir en fait dans ton esprit pendant plusieurs années jusqu'à que tu tentes la première année, enfin ton entrée en études supérieures dans le domaine de la médecine. Euh, et comme je comprends que tu as mûri ce projet pendant plusieurs années, que c'était vraiment toi ton souhait et c'est pas forcément tes parents qui t'ont orienté vers cette voie-là, comment tu as vécu entre guillemets cet échec de ne pas réussir en fait, même si bon, ça reste pour moi une expérience et c'est pas perdu, mais j'aimerais quand même comprendre, enfin voir comment toi tu l'as vécu. Ok. D'abord, pour commencer, après le bac, quand il y a eu la série d'orientation au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, j'ai pas été orientée directement en médecine. Voilà. J'ai Mhm. été orientée en informatique, développeur d'applications, une IDEA. Euh, Ok. je pense que le privilège que j'ai eu d'avoir un père professeur à l'université était que ils avaient la possibilité de faire changer de filière à leur enfant. Voilà, ça fait partie des avantages qu'ils ont en tant que professeur. Donc, j'ai dit à mon père, presque en larmes, que je voulais pas du tout être informaticienne, je voulais pas le faire. Mhm. Euh, J'aime la médecine, je voulais faire la médecine. Je me souviens, j'avais regardé énormément de films, j'avais bouquiné en fait. C'était mon rêve, quoi. Je dormais, je me Mhm. voyais en blouse dans les hôpitaux, etc. Et j'ai demandé à mon père de d'user de tous ses voies et moyens pour m'emmener en médecine, quoi. Je veux qu'on me donne ma chance, je veux faire la médecine. Mhm. Et j'ai vu quand même mon père se décarcasser quand même, voilà. Mhm. Il a fait le nécessaire et il m'a envoyé en médecine. Quand je suis arrivée, j'ai bénéficié en tout cas du soutien de mes parents. Faut dire que quand même, ils C'est bien. m'encourageaient, voilà, à chaque moment, puisqu'ils ont compris que c'était mon rêve. Ils Mhm. m'encourageaient, ils me parlaient tout le temps que ça va aller, même quand ça n'allait pas, je comprenais pas les cours. En tout cas, ils trouvaient les voies et moyens. Je me souviens que ils ont été à payer des cours particuliers, même pour moi, pour m'aider. En tout cas, ils ont fait le nécessaire. Ça. Donc, j'étais engagée. À un certain moment, je me disais que c'était pas un combat pour moi seule. Il y a mes parents qui me soutiennent, il y a la famille, il y a la cousine dont j'avais parlé tantôt, qui elle est Mhm. venue en première après le bac. Lorsqu'elle est arrivée, elle a eu d'un coup l'examen quand même. Donc, Ah, j'avais, elle a fait médecine également en oui, elle a fait. fait la médecine. Elle a fait la Ah, médecine. d'accord. Ok, ok. Et elle Très a bien. eu d'un coup l'examen. Donc, en venant, je me disais, il faut que je m'arrange pour passer. Voilà. Hmm. Donc, j'ai bossé. Je me souviens que, d'aussi loin que je me souvienne, c'est la période où j'ai le plus bossé dans ma vie.
c'est là même où j'ai appris vraiment à bosser. Parce que les autres fois, bon, je partais à l'école sans réellement forcer. Euh, et la première année, quand ça n'a pas marché, j'ai, j'ai eu des parents quand même qui étaient là à me dire que c'est pas grave. Tu as une deuxième chance, ne t'inquiète pas. Ma cousine même qui m'a appelée me dit Ok. ne t'inquiète pas, tu vas y arriver. Donc, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Ma mère qui me disait, ne t'inquiète pas, Esther, ce n'est qu'une fois. Et puis bon, de toutes les façons, c'est un concours. C'est pas comme si on mesurait ton intelligence. Tu as toujours été forte jusqu'à là, donc t'as pas à t'inquiéter, tout ira bien. En tout cas, j'ai bénéficié de leur encouragement, là, franchement. Donc, je me suis retroussé les manches et j'ai repris l'année. Bon, la deuxième année, il y a eu quand même assez de complications et d'événements fâcheux. Des professeurs qui étaient assez en colère. Donc, bon, naturellement, on a malheureusement vécu ça. Ça a été peut-être l'un des facteurs. Mais je me souviens que quand même, tout au long du processus, j'ai eu des parents, l'entourage qui était là, mes parents aussi qui me protégeaient quand même de l'influence de la grande famille. Parce qu'il faut dire que quand tu as la tante ou le grand-oncle qui est là et qui se dit mais elle est en médecine, elle devait faire normalement la médecine, pourquoi, qu'est-ce qui n'a pas marché, c'est quand même assez, voilà, en tout cas c'est assez désagréable. Mes Oui. parents qui me protégeaient et qui les empêchaient quand même de rebondir là-dessus, c'est le vécu d'Esther. Donc, il faut qu'elle suive son parcours, la voie qu'elle a choisie. Donc, la deuxième année encore, je me suis retroussé les manches, bossé encore, donné encore plus. Et ça n'a pas marché. Avant, j'avais l'habitude de dire malheureusement, mais maintenant, avec du recul, je pense que ça a été quand même de belles étapes de ma vie. Parce que, comme on a l'habitude de le dire, c'est dans l'adversité qu'on voit quand même le réel visage des gens de griffes. C'est quand même une expression beaucoup utilisée ici. Mais il faut dire que dans dans cette adversité-là, j'avais ma famille à mes côtés. Mes parents, ça m'a beaucoup aidé, vraiment beaucoup. Je me souviens après la deuxième année où j'ai échoué, il y a ma cousine qui m'a appelée, puisqu'elle est dans le domaine médical. Donc, dès que les résultats sortent, elle est au courant. Elle m'a appelée pour dire, est-ce que t'inquiète pas, si tu veux, tu peux aller faire la médecine dans un autre pays. On est avec toi. T'as pas forcément à renoncer à ton rêve, t'as pas forcément à te plaindre ou t'apitoyer sur ton sort. Donc, t'inquiète pas, c'est rien. Que je connais beaucoup qui ont pas eu le concours, mais qui ont pu faire la médecine. Donc, t'inquiète pas. Ouais. Ok, donc, ça a été quand même comme ça. Et je me souviens, il y a ma mère qui, lorsque je pleurais quand même, parce que c'était mon rêve, donc, je me souviens que je me suis assise, j'ai dit, bon, Esther, Oui. il faut que tu pleures pour évacuer quand même. Prends tout sur toi et ne pas pleurer, c'est dire je suis forte, je suis forte. Bon, parfois ça ne mène pas à grand chose. Donc, je me souviens quand je pleurais, il y a ma mère qui me disait, mais Esther, t'as pas à pleurer, t'inquiète pas. Si tu veux faire la médecine dans un autre pays, il n'y a aucun souci. On va payer les frais, se charger de tout. Tu iras faire la médecine et bon, tu reviendras après. Que t'as pas à t'inquiéter pour ça, que euh, t'as pas à pleurer. Sois courageuse, courageuse, sèche tes larmes et bon, vas-y. Donc, quand même, faut dire que ça a été assez, quand même, j'ai envie de dire intéressant parce que j'ai bénéficié d'un certain réconfort qu'en tant qu'aînée, j'avais Ouais. pas vraiment dans le temps. Donc, je me suis rendu compte que il n'y a pas de souci. Je n'ai pas forcément à tout prendre sur moi. Voilà, qu'il y a des Ouais. gens avec moi. Voilà, je suis accompagnée, je suis pas seule. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Je me souviens même la veille où le jour où je suis venue dire à ma mère que je voulais arrêter avec la médecine. Je me souviens qu'elle avait déjà fait le devis de tout. Esther doit partir, donc les Ah habits, ouais. elle avait tout le devis. J'ai vu ça à son chevet et tout, tout quadrillé, calculé. Mais après, j'ai eu le temps quand même parce qu'ils m'ont dit que aussi que c'est l'occasion pour moi aussi peut-être d'un nouveau départ. Je peux quand même analyser, voir est-ce que
je me sens à l'aise en médecine. Est-ce que je veux réellement? Si je veux réellement, ils sont avec moi, ils m'accompagneront. Mais est-ce que j'ai envie d'explorer autre chose? Parce que quand même, les 2 années, c'était la médecine que j'étudiais, voilà. Donc, est-ce que j'ai vraiment aimé ça? Est-ce que je veux vraiment réellement continuer? Donc, que je peux prendre du recul, je peux réfléchir et après leur faire part de, voilà, de ma décision, il n'y a pas de souci. Mais Mhm. dans le temps, j'étais quand même, je vais faire la médecine, je vais la faire. Donc, ma mère s'était préparée. Ouais, ouais. Et mon Ouais. père aussi, bon, il était quand même d'accord. Il a dit que, bon, il n'y a pas de souci. Si tu veux vraiment faire la médecine, ta mère est d'accord, il n'y a pas de problème. Tu iras faire la médecine. Donc, Mm. je me souviens qu'ils avaient pris des renseignements même dans un autre pays, dans d'autres pays pour que je puisse aller faire la médecine là-bas. Mais quand je me souviens, j'ai pris du recul, j'ai commencé à analyser. J'ai vu que j'étais quand même Mhm. assez douée pour certaines choses. Euh, Notamment, ouais, j'aimais le commerce, ce genre de choses. Mm. Peut-être pas m'asseoir là, derrière un étalage pour vendre, mais l'esprit qui est derrière toute la réflexion qu'on se fait, comment mettre les produits sur le marché, comment réfléchir à faire accepter cela aux clients. Bon, j'ai vu que quand même, j'aimais quand même ça sans l'avoir fait forcément, puisque j'avais fait une série Mm. scientifique avant de venir faire la médecine. Donc, Ouais. j'ai fait part de ça à mes parents. Mon père m'a dit, il n'y a pas de souci, que de toutes les façons, ceux qui sont dans ce domaine-là, ils gagnent assez bien leur vie. Si tu veux le faire, on est avec toi. Mais réfléchis bien. Est-ce que tu veux vraiment le faire? Donc, il y a ma mère qui, elle aimait quand même le côté, Estelle veut faire la médecine. Donc, elle Mhm. m'encourageait quand même. Et puis, elle me disait, bon, honnêtement, c'est vrai que j'aimerais bien que tu le fasses, la médecine. Mais si tu te rends compte que tu n'es pas à l'aise là et que tu veux changer, il n'y a pas de souci, on est avec toi. Mais il faut C'est que tu vraiment sois bien, hein. sûr. Oui, quand même, il faut reconnaître que Mm. j'ai eu beaucoup de chance là, sur ce Oui, c'est coup-là. vraiment très précieux, hein. Tu as eu le soutien de tes parents vraiment Oui. depuis le début, quoi. Peu importe tes choix, ils t'ont Mhm. suivi. Voilà, Mm. ils ont toujours été là, franchement. Donc, ils ont dit, OK, donc réfléchis bien. Et je me souviens, j'ai pris quand même assez de jours quand j'ai fini de réfléchir et autres. Je suis venue, j'ai dit à ma mère que, maman, je vais faire la finance. Elle a dit, ah bon, t'es sûre, tu veux faire la finance? Je dis, oui, maman, je vais faire la finance. Que c'est ce que je veux faire. Je pense que je me sentirais beaucoup plus à l'aise là-bas. De toutes les façons, actuellement, j'ai le niveau bac, bien que ça fait 2 ans que j'ai j'ai eu le bac, mais c'est une chance pour moi de recommencer. Voilà, là où peut-être d'autres n'ont pas eu de chance. Quand je regarde Mm. avec du recul, c'est vrai que j'aime la médecine, je l'aime toujours, mais je pense que je me sentirais beaucoup plus à l'aise en finance. Donc ma mère m'a dit, OK, pas de souci. Je me souviens qu'elle avait caché son devis pour ne pas peut-être me faire culpabiliser ou Mm. autre chose. Je l'ai découvert Mm. après, Ah. puisqu'elle avait l'habitude de dater ses notes. Donc j'ai Mhm. découvert après. Et puisque elle est dans le secteur tertiaire, donc je lui ai demandé certains conseils, comment est-ce qu'elle a vécu sa formation et autres. Bon, elle m'a donné assez de conseils quand même sur ce qu'elle a Mhm. vécu, autant me disant que c'était pas difficile, que si elle est sûre que si j'y allais, j'allais m'en sortir sans problème. Ça allait pas du tout être franchement un grand défi pour moi, donc de ne pas m'inquiéter, autre chose, si je veux partir. Et je me souviens de ce jour-là où mon père m'a accompagné personnellement à l'université de Cocody pour m'inscrire puisque je voulais faire. Et quand je suis arrivée, c'était fermé, les inscriptions étaient bouclées et Ah mince. il n'y avait pas de chance. C'est-à-dire, si je voulais vraiment, je devais attendre l'année qui suivait. Donc, c'est comme L'année si je prochaine. perdais, voilà, l'année prochaine. Ouais. C'est comme si je perdais encore Mm. une année. Donc, moi, quand je fais le calcul en tête, je dis, attends, j'ai déjà perdu 2 années. En fait, c'est comme ça que Mm. je faisais les calculs. J'ai déjà perdu deux Ouais. années. Les gens de ma génération sont 2 années devant moi. Et si je fais encore Mm. une année, non, ça va pas le faire. En tout cas, j'ai vu mon père quand même qui a pris, j'ai envie de dire, sa casquette de professeur, entrer dans le bureau, à Mm. saluer. Euh, Quand il a fini de se présenter, bon,
au niveau du système éducatif de l'enseignement supérieur, quand un professeur rentre, s'il ne dit rien, bon, on le regarde, mais lorsqu'il dit je suis professeur à l'université, bon, il y a le respect, une certaine façon de se comporter. Donc, je me souviens qu'il est allé, on est allé à la scolarité centrale, il a fait tirer la fiche pour moi. C'est lui-même qui a dû remplir rapidement devant moi et il a joué en tout cas ses relations et j'ai pu être inscrite, en tout cas par la grâce de Dieu, en première année. Et en tout cas, Ok. c'est un choix que j'ai pas regretté jusqu'à présent. Je me suis Ok. sentie à l'aise, donc voilà. C'est un peu comme ça que ça s'est passé, l'épisode de médecine. Ok, très intéressant. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que tu as vraiment, bon, après, tu te le dois à toi aussi par rapport à ta personnalité, ton caractère. Je pense que c'est aussi pour ça que tes parents ont toujours été très à l'écoute. C'est très certainement parce que toi-même aussi, tu t'étais assez vite affirmé, comme tu avais cette position, d'être l'aîné. On t'a donné vite de la responsabilité, donc ta voix avait vraiment du poids. Et peut-être que ça a joué aussi dans cette présence et ce soutien que tu as reçu de tes parents. Mais ça reste quand même quelque chose de très précieux pour un étudiant, enfin pour un jeune, d'avoir le soutien de ses parents, qui le soutiennent peu importe ses choix. Même si, entre guillemets, il a perdu 1 ou 2 années dans son parcours, de le rassurer en lui disant c'est pas grave, choisis ce que tu veux faire et on sera là pour t'épauler. Donc, je trouve que c'est vraiment, vraiment chouette. Et là, aujourd'hui, du coup, tu t'es réorienté, tu es à l'université Félix Houphouët-Boigny, comme tu l'as cité en début d'épisode. Tu es dans ta 2e année, tu es dans la rédaction de ton mémoire, comme tu l'expliquais. Et Donc là, tu arrives à la fin du parcours. Quel est ton objectif à l'issue de ce master? euh, d'abord, ce master, d'abord, je compte d'abord le terminer en griffe parce que actuellement, ça représente un sacré défi puisqu'au sein de notre département, il y a assez de difficultés que rencontrent les étudiants qui viennent soutenir, surtout lorsqu'il s'agit d'un master qui n'est pas forcément dans la case professionnelle. Avoir accès Hmm. aux données, aux trucs, c'est quand même assez compliqué. Quand même, faut reconnaître pour les étudiants en Côte d'Ivoire, Ouais. lorsqu'ils sont, surtout dans notre secteur, le secteur tertiaire, où parce qu'aller dire à une entreprise quel est ton chiffre d'affaires, qu'est-ce que tu fais, bon, on te regarde avec un œil, est-ce que tu veux nous voler ou est-ce que tu as autre chose en tête? Hmm. Ouais, ouais, on se Suspicieux. retrouve Ouais. confronté à ça, il faut reconnaître dans la collecte de données. Ouais. Donc, c'est un sacré défi. D'abord, je compte d'abord terminer franchement cet épisode-là, le master. Et puis ensuite, Hmm. je vais faire le doctorat. Ok. Parce que, voilà, je vais faire le doctorat parce que, bon, c'est vrai qu'il y a d'abord il y a la pression, se dire qu'il faut que je fasse plus que mon père et autres. Mais je me dis que Hmm. tant que j'ai la possibilité d'aller loin dans les études, je le ferai. Voilà. Euh, je pense que beaucoup quand même me conseillent de rentrer dans le monde de l'emploi. C'est pas une mauvaise Mhm. chose. Je, j'avais quand même essayé et autres. Euh, mais je pense que vu que j'ai toujours le soutien de mes parents à ce moment, je me souviens, je leur demandais, est-ce que vous voulez forcément que je m'affranchisse euh, de, de votre soutien financier parce qu'il faut reconnaître que jusqu'à présent, c'est eux qui Hmm. tiennent quand même ce Mhm. côté-là. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas de souci, tu n'as pas à t'en faire. Si tu veux aller loin dans les études, il faut continuer parce que, en tout cas, tant que nous sommes là, il n'y aura pas de problème. Voilà. Ils m'ont Hmm. encouragé même à continuer à aller très loin dans les études puisque eux, ils sont allés loin. Mais je pense avec beaucoup de difficultés à leur époque, c'était pas évident. Ils n'ont pas eu la Hmm. chance d'avoir Ouais. un père, Ouais. professeur et autres. Voilà. Hmm. Donc, ça m'a quand même motivée, voilà, à me dire que ben, si j'ai la possibilité de faire le doctorat, je le ferai. Donc, je compte faire le doctorat, voilà. D'abord, maintenant, après, voilà, on verra, on verra. Ok, très bien. Bon, c'est pas encore
terminé, alors on va dire, les études. Tu en as encore Non, pour pas vraiment. un petit moment. Mais jusqu'à présent, est-ce que tu dirais que cette expérience, cet essai dans le domaine de la médecine a été l'épreuve la plus difficile que tu as eu à surmonter dans ton parcours d'étudiante, ton parcours académique? Ou est-ce que tu as eu d'autres épreuves qui ont été peut-être qui n'ont pas marqué un tournant aussi clair et précis que le changement de filière, mais peut-être que tu as vécu un autre épisode plus difficile à gérer? Hum, bon, pour le coup, je dirais que c'était quand même la médecine. Parce que, Hmm. bon, en plus, bien que j'ai eu le soutien de mes parents, faut dire que Ouais. j'ai trimballé quand même pendant un sacré moment euh, psychologiquement le fait que j'ai pas été à la hauteur, voilà, de mon rêve, puisque c'était quand même un rêve quand même que j'ai trimballé depuis Ouais. assez longtemps, que j'avais pas été à la hauteur. Je connaissais beaucoup, voilà, que j'avais eu même à aider. Je me souviens dans le temps qui avait validé, qui sont médecins actuellement. Donc, Hmm. je me disais que pendant quand même, je pense que ça a duré environ 3 ans. Voilà. C'est Ah lors ouais. de ma licence que c'est complètement parti. Je me souviens Ouais, que que je tu me as digéré. cachais, ouais, que je Ouais. me cachais parfois de certains de mes amis qui, Ah, ok, voilà, je comprends. voilà, Hmm. j'évitais carrément la faculté, puisque bon, à l'université, ils ont Hmm. leur faculté, leur fac, j'évitais carrément de passer là-bas, même si c'était le raccourci, Ah j'évitais. oui. Je, ouais, Ah quand même, ouais. ça représentait quand même Ouais, une psychose pendant un sacré moment. ouais, ouais. Je voulais pas, oui, je voulais Hmm. pas retourner même dans l'université où j'avais bossé, où j'avais passé le Hmm. concours. Pour peut-être une petite anecdote, quand j'avais Mhm. fini et que le résultat était sorti, que j'avais pas eu, et que bon, j'étais là, bon, dans la période où je planais, je fais la médecine, ou bien je fais quoi d'autre. Il y a mon père qui m'avait proposé de faire les sciences naturelles, en abrégé SN. Mais ça se déroulait dans la même université, la formation se déroulait dans la même université. Il m'a conseillé d'aller le faire si je voulais la formation et autres. J'ai dit que j'allais jamais le faire. J'ai jamais fait la formation. Bon, c'est pas que, bon, peut-être je détestais la formation pour le coup, mais quand je pense que je serai obligée de retourner encore dans l'université, je voulais Ouais, surtout pas en je vois, entendre je parler. comprends. Donc, franchement, ça représentait quand même une psychose pendant un certain moment. Et c'est quand, Hmm. j'ai envie de dire, euh, en sciences économiques, j'ai pu valider, passer mes années, que je me suis dit, tiens, mais c'est que je suis pas assez médiocre ou aussi médiocre que je le pensais. Je suis quand Hmm, même hmm. à la hauteur des choses. Je devais peut-être arrêter de me diminuer ou de me sous-estimer. Je devais prendre les choses à bras le corps et y aller. Donc, il faut reconnaître que ça a été quand même dans ma vie un tournant assez décisif. J'en parle Ouais. aujourd'hui avec assez de... Je ris un peu, j'en parle Hmm. avec un De naturel, légèreté. voilà, assez de Hmm. légèreté. Mais ce n'était pas le cas, franchement, il faut reconnaître, il y a quelques années, 1 an après les résultats, 2 ans après, c'était pas vraiment le cas. Parce que quand je suis revenue, j'ai réappris à aimer les études. J'ai réappris Mhm. à le faire. Au départ, je ne voulais pas étudier même. C'est-à-dire, je vais en salle, en amphi, les cours qui sont faits, bon, je retiens et puis bon, je vais avec ça à la compo. Peut-être à 1 ou 2 jours, tu cours pour ouvrir le bouquin pour lire, mais ce ne sont pas des études, on est d'accord. Donc, c'est arrivé à un certain moment que j'ai recommencé au niveau des études à vivre, à marcher de nouveau tranquillement. Donc, voilà, Ok. ça a été quand même assez particulier quand même. Une expérience enrichissante. Ouais, ouais. Bah là, je comprends effectivement que c'était vraiment enfin, une période difficile et vraiment un tournant dans ton parcours académique. Ça a duré quand même assez longtemps. Tu as dit un moment 3 ans, 2 ans, donc c'est quand même assez long. Oui, oui. Quelles sont les choses qui t'ont aidé à remonter la pente?
à entrevoir un autre avenir professionnel? Parce que c'est vrai que tu avais ce projet dans le domaine de la santé depuis, enfin, c'est un projet que tu mûrissais depuis très jeune. Donc, tu as dû faire le deuil, en fait, de ce projet. Donc, qu'est-ce qui t'a permis de remonter la pente? D'abord, j'avais un grand frère, euh, un grand frère adoptif pour le coup, euh, qui lui, il avait eu un parcours, bon, pas vraiment similaire, mais quand même assez atypique. Lui, il avait fait le SN pour le coup, les sciences naturelles. Et il avait repris l'année une deuxième fois, ça n'a pas marché. Finalement, il a décidé de faire des sciences économiques, sur recommandation de son grand frère à lui. Euh, Quand il est allé en sciences économiques, bon, il a pu avancer tranquillement jusqu'à un certain niveau. Et quand je me suis retrouvée dans ce contexte-là, où je me suis dit que je vais faire la finance, lui, à ce moment, il était déjà spécialisé en finance. Il était ici. Euh, Mes parents m'ont dit, tiens, tu peux aller le voir. Il s'appelle Joël aussi. On est un peu homonyme. Et il m'a dit, tu peux aller le voir. Il pourra te donner des conseils il est dans la même filière et autres. Donc, je suis allée le Mhm. voir et il m'a donné des conseils. Il m'a dit comme ça que euh, c'est vrai que tu voulais faire la médecine. C'est vrai, tu tenais à faire ça. Mais vu que tu as décidé de changer, parce que tel que je comprends, tes parents, ils étaient pour le fait que tu partes dans un autre pays pour continuer, mais tu as décidé de changer. Donc, et que tu veux faire la finance, c'est pas une mauvaise filière, c'est une bonne filière. Mhm. Il m'a donné beaucoup d'avantages, il m'a cité les avantages, les inconvénients, les difficultés qu'on pouvait rencontrer. Et il m'a dit que si je me concentre et que j'y vais, tout se passera très bien. Et faut reconnaître qu'il a été un pilier quand même, en plus de mes parents, parce que Mhm. j'ai fait vraiment sa connaissance en ce moment-là. C'est vrai que je le côtoyais dans le temps, mais bon, je me disais pas grand-chose. Mais c'est à ce moment-là que Mhm. j'ai fait sa connaissance. Il a été, puisque l'écart d'âge n'était pas trop exagéré, donc il a été comme, je sais pas, un Un mentor, moniteur, peut-être? voilà, un mentor, voilà exactement, un mentor Mhm. direct. Il était tout le temps avec moi. La veille des compos, il venait s'asseoir devant moi pour s'assurer que je bossais. Il Ah oui. m'accompagnait, ouais, quand même, il m'accompagnait pendant les compos. Il était toujours là lorsque les Mhm. résultats sortaient, puisque on a ici la possibilité d'aller rattraper certaines matières en session de rattrapage. Donc, lorsque les résultats sortaient qui ce n'était pas bon, il avait tendance à étouffer les résultats, à ne pas faire la propagande d'abord, et puis à me dire que il y aura pas de problème, je vais tout rafler en session de rattrapage, je vais rattraper tout. En tout cas, il Ok, était là à chaque instant, je c'est bien. pense. Voilà. Donc, j'ai eu ce soutien-là quand même qui est venu Ouais. à un moment assez opportun. Ça m'a beaucoup Ok. aidé. Donc, lorsque je Mhm. rencontrais, par exemple, des gens, je l'appelle, je lui dis que, ah, tiens, aujourd'hui, je me suis cachée parce que j'ai rencontré l'un de mes voisins euh, de médecine aujourd'hui. Il me dit, mais tiens, tu te caches pourquoi? Que tu dois assumer, tu dois affronter la chose, il n'y a pas de problème. Il faut que tu fasses face. Bon, de part, je disais, Mhm. non, c'était pas dans mon cas pour comprendre. Donc, au fur et à mesure, il m'a quand même aidé. L'accompagnement psychologique, il a fait beaucoup. C'est Ouais, bien. je lui dois beaucoup ça. Et c'est en licence 2 il est parti à Paris pour continuer dans une école de commerce. Mais même jusqu'à présent, il a toujours été là, il est toujours là. Mhm. Donc, Mhm. ça, il a été Oui. franchement ce pilier-là qui m'a aidé, j'ai envie de dire ce troisième pied du tabouret, comme on le dit ici, qui m'a aidé à ne pas tomber, à être assez stable, à pouvoir gérer plus ou moins quand je pleurais parfois, ou je me souviens, il y a des Mhm. feedbacks qui passent, je pleure, il m'appelle, hein, il tient compte de ma santé mentale, comment est-ce qu'elle se C'est passe, bien. ça se passe, voilà. Mhm. Donc, Mhm. j'ai eu beaucoup de chance sur ce coup-là, quand même.
Donc, Ouais. voilà, c'est ce qui m'a beaucoup aidé à remonter, à prendre le coup. Parce que je me souviens que il y a eu beaucoup de personnes que j'ai côtoyées quand je faisais l'école préparatoire pour la médecine, qui n'ont pas pu se reprendre en main, malheureusement. Beaucoup qui ont abandonné Hmm. les études, oui, Ah, beaucoup qui ont ok. abandonné les études par défaut de soutien parental. Beaucoup qui, lorsqu'ils ont fait des reconversions, n'ont pas pu piquer par défaut Ouais. d'accompagnement ou de trucs. Pas Hmm. qu'ils n'étaient pas intelligents, ils étaient sacrément intelligents, quand même plus que la moyenne pour d'autres, mais qui Ouais. n'arrivaient pas, qui ne se retrouvaient pas, ou d'autres qui ont pris beaucoup de temps quand même à se retrouver, pour Hmm. pouvoir se relever encore. Donc, j'ai compris que sur ce coup-là, j'ai eu franchement beaucoup de chance dans mon parcours. C'était comme si à à chaque moment, quelqu'un venait me mettre une bague au niveau de l'échelle pour que je Hmm. puisse avancer. Donc, c'est un peu ça. Voilà, c'est comme ça que c'est Donc passé. finalement, tu dirais que le soutien de tes parents, de ta famille, ta cousine aussi, qui était là aussi pour t'épauler dans cette épreuve un peu compliquée pour toi, plus cette personne qui a joué le rôle de grand frère ou de mentor, tu dirais que ces trois choses réunies, enfin ces trois pôles de personnes, entre guillemets, ça a vraiment permis de toi rebondir pour passer à autre chose et permettre ta réorientation académique. Oui, exactement. Mm. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup, Esther, pour cet échange. On arrive à la fin de l'épisode. Peut-être pour terminer cet échange, est-ce que tu aurais un ou des conseils à donner à un étudiant qui serait confronté aujourd'hui, actuellement ou demain à une épreuve comme celle que tu as vécue à travers bah, ton échec, entre guillemets, hein, je mets vraiment des guillemets, par rapport à la médecine. Et ensuite, une fois que tu auras donné les conseils que tu pourrais donner à un étudiant, quelles sont les leçons ou la leçon que tu retiens de cette épreuve? D'abord, pour le conseil, c'est qu'il ne faut jamais abandonner. Voilà. C'est la première phrase qui me vient à l'esprit, qu'il ne faut jamais abandonner. Si le monde te dit que tu n'es pas bon pour une chose au niveau des études, j'ai envie de dire que ce n'est peut-être pas forcément le cas, mais il faut te dire que je suis bon ailleurs. Voilà. On n'est pas jugé. Voilà, la société a tendance à nous juger par rapport à une échelle standard. Je suis pas du tout Hmm. d'accord par rapport à cette façon de voir les choses, parce que je me dis que si je ne pique pas dans les études, je pique ailleurs. Voilà. Et bon, c'est pas pour Hmm. autant que, bien sûr, je vais abandonner les études puisque c'est assez important dans notre monde d'aujourd'hui. Mais si je Hmm. rencontre des difficultés par rapport à une filière ou à une orientation que j'ai prise, il ne faut pas avoir peur de reprendre à zéro. Voilà, d'abord. Il ne faut pas avoir Mhm. peur. Et si tu sens que c'est vraiment ce que tu veux faire, c'est vraiment ce à quoi tu es appelé, faut pas avoir peur de continuer, de t'entêter en griffe. Voilà. Si tu te sens à Hmm. l'aise dedans, il faut foncer. Euh, il y a aussi le fait de, lorsque on traverse les échecs, c'est vrai que moi j'ai eu le soutien de ma famille, mais pour d'autres qui n'ont pas forcément le soutien de leur famille et autres. Oui. Euh, à cela, j'ai envie de dire que en toi-même d'abord tu es fort, tu es une forte, tu es une personne forte. Il ne faut vraiment surtout pas abandonner. J'avais tendance, lorsque c'était assez quand même difficile à gérer à certains moments, d'écrire sur des papiers. Je suis forte, je suis intelligente, je suis ci, je suis ça. Écrire et puis relire à chaque instant, se lever le matin, relire, ça te donne quand même et c'était en train pour la journée ou pour affronter ce qu'on vit actuellement. Donc, il ne faut surtout pas abandonner. Les épreuves on traverse aujourd'hui, ça peut être compliqué aujourd'hui, mais demain, ça sera, tu parleras de cela avec le sourire, tu donneras des conseils à quelqu'un qui traversera peut-être la même chose ou peut-être moins, peut-être pire, je sais pas, avec beaucoup d'aisance.
Donc, il ne faut surtout pas abandonner, voilà. Maintenant, pour peut-être ce que j'ai retenu de mon parcours, c'est la résilience. Les épreuves se présenteront toujours, voilà. J'ai conscience de cela. C'est vrai que ça sera à certains degrés, à des échelles différentes, voilà. Mais il y aura toujours des épreuves. On vit dans un monde où chacun a sa personnalité. Il y a d'autres qui vivent sans forcément tenir compte des autres. Forcément, en parlant ou en faisant des choses, ça pourra peut-être te blesser ou autre. Mais faut être résilient en fait. Il faut aller de l'avant lorsque les situations se présentent, essayer ne pas abandonner, ne pas abandonner facilement. En tout cas, il faut se lancer à fond. Donc, c'est ce que je retiens de mon parcours, c'est le mot résilience. Voilà. Bah super, je ne vois pas meilleure manière de conclure finalement cet épisode par ce mot, la résilience. C'est vraiment ça et c'est vraiment aussi l'objectif de ce podcast. C'est de mettre en avant comment être résilient, comment surmonter les épreuves, comment ressortir plus fort finalement d'épisodes parfois difficiles à gérer sur le moment, mais de prendre du recul une fois qu'on a passé ce moment et de se rendre compte que bah, c'est grâce à cette épreuve qu'on est la personne que l'on est aujourd'hui. Et donc, la vie, c'est comme ça. Finalement, c'est fait d'épisodes parfois douloureux, mais ça fait partie de la vie. Exactement. Merci beaucoup, Esther. Vraiment, c'était très intéressant d'échanger avec toi. Et je suis sûre que ton parcours et ton témoignage va inspirer beaucoup d'étudiantes. Donc, merci beaucoup. Merci à vous, Anaïs. Et voilà que s'achève cet épisode. Je vous remercie, chers auditeurs, pour votre écoute. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. J'espère que cet épisode a été utile et intéressant et peut-être qu'il pourra vous aider dans votre propre parcours. N'oubliez pas de prendre soin de vous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.